eh bien, parmi les 3-4 premiers de cette Pro D2 pour disputer les phases finales à domicile. Ça commence par une victoire aujourd'hui. Le coup d'envoi est donné par les Biarros. Coup d'envoi court avec tout de suite un ballon volleyé et Romain Ruffnac, le capitaine, est à l'honneur de cette équipe qui récupère cette balle. Voilà déjà les Biarros installés dans la moitié de terrain inverse avec non pas Peter mais Francis Sailly qui joue au pied. Oui, c'est bien Francis Sailly qui évolue au centre côté BO. D'entrée, le Biarritz Olympique qui a joué un coup de renvoi de récupération. Et le bon jeu au pied de la défense est fermée. Le bon jeu au pied de Francis Sailly qui trouve une touche indirecte. Avec Enzo Selponi que l'on a vu ici aujourd'hui. Enzo Selponi titulaire à la charnière en compagnie de Théo Nanette. Première touche à 5 mètres, un peu plus de son en-but avec Lilian Rossi pour les Grenoblois. On va chercher fond d'alignement. Toujours osé d'aller chercher un fond d'alignement comme ça, Pierre Guéraud, quand on est juste devant sa ligne. Mais voilà, c'est bien travaillé de la part des Grenoblois. Et ça leur permet d'avancer et d'essayer de mettre peut-être le jeu au pied dans de meilleures conditions, voire de faire reculer et de faire douter cette équipe Biarrotte. Oui, d'obtenir peut-être une pénalité. Pour l'instant, les Biarros ont accepté de subir. Ça y est, il est contré, Théo Nanette. Attention à ces ballons. Avec Shimoun Luku. Shimoun Luku qui a trouvé une solution sur le côté gauche, à savoir Gavin Stark, le néo-zélandais. Attention, le soutien qui tarde un petit peu à arriver, mais derrière Luku est là pour ne pas transmettre à Sailly, mais à Sénégal. On enchaîne pour les Biarros. Lucas Legros passe par le sol. Ballon conservé par Biarritz qui renverse. Ou à la montée rapide sur Sailly. Mais ça n'a pas piégé le centre de cette équipe Biarrotte. Il est sur le côté. Ah oui, il est premier. Défense très agressive, mais superbe travail de la part de Guy Miller, l'Australien qui a fait une percée, l'Australien qui renverse, Enzo Selponi, l'Australien qui entre dans les 22 mètres, mais le contest, non. Et... Le contest de Dion Foury était bon, c'est Enzo Selponi, le plaqueur qui ne sort pas et qui empêche l'efficacité du soutien Biarro avec une passe très à plat pour Guy Miller. On empêche le 4 noir de venir déblayer efficacement. C'est presque en avant. C'est presque en avant, mais c'était intéressant cette animation offensive. On a vu Francis Sailly se sortir. On ne la verra pas forcément cette passe. On a vu Francis Sailly sortir d'une montée en pointe de Tofa. Et sur le retour, le contest de Foury est bon, mais Enzo Selponi, le plaqueur, lui ne sort pas assez vite. Forcément, les Grenoblois investis dans le jeu au sol pour ralentir le ballon et empêcher le BO de développer son rugby. Et la première opportunité pour Gilles Bosque qui a porté le maillot de Grenoble 2 saisons en 2016 et 2017 d'aller marquer 3 points et de tout simplement confirmer le bon début de match des Biarros qui ont occupé la moitié de terrain grenobloise. Il en a passé des plus difficiles, mais il fallait la marquer, celle-ci, après 3 minutes. Ça fait 3-0 pour les Biarros. Très bonne entente des Biarros qui, on l'a dit, sortent d'une semi-contre-performance à Carcassonne. Ils se sont fait bousculer par les Audois. Certes, il y a, comme dans tous les clubs, pas mal de blessés du côté de Biarritz Olympique, mais pour une équipe qui veut jouer le haut tableau, voire les 2 premières places, on n'a pas trop droit à l'erreur dans cette dernière longue ligne droite. C'est la première incursion sur ce renvoi des Grenoblois de moitié de terrain, mais évidemment pour les Biarros, essayer de soigner cette sortie avec Fourneau là, qui touche son premier ballon pour rester dans ses 22 mètres, le pied de Barnabé Couillou. Ouais, bonne sortie de camp des Biarros qui valide d'abord un bon bloc-saut sous le 3e lignage de l'Agonia. Et derrière, Barnabé Couillou qui fait un temps de plus, qui s'ouvre l'angle et qui trouve une belle touche.
Les Grenoblois qui, on disait, restent sur 6 victoires en 7 matchs, dont un match en retard qui a été un petit peu compliqué face à Provence, mais victoire importante parce que ça a peut-être éliminé un concurrent direct. En tout cas, les Grenoblois continuent leur marche en avant. Alors ils ont commencé vraiment avec beaucoup de retard à l'allumage. Est-ce qu'ils vont confirmer aujourd'hui sur le terrain de Biarritz? Parce que s'ils venaient d'aller chercher quelque chose aujourd'hui dans le Pays Basque, ce serait quand même une belle performance et ça marquerait un peu les esprits de la Pro D2 si Grenoble continuait à enchaîner même sur ce terrain. Ils le font pour l'instant, enchaîner avec ce jeu au pied de Tofa. Tofa, ça va être un peu profond. Un peu trop profond. Est-ce qu'il va sortir ce ballon dans les limites? Un ballon mort. Oui, il y aura une mêlée sur les 40 mètres des Biarros. Oui, vous parlez de la performance des Grenoblois. Ils se sont imposés quand même à Oyonnax. Ils ont arraché une victoire à Nevers alors qu'ils ont été dominés tout le match. Ils se sont accrochés, ils y ont cru jusqu'au bout. Donc cette équipe n'a plus rien à perdre. Elle est décomplexée. Elle retrouve des joueurs longtemps blessés. On savait, elle était favorite de cette Pro D2, favorite des entraîneurs de Pro D2, donc c'est pas rien. Et si jamais elle confirme ce soir par des points, voire une victoire, ce serait difficile à arrêter. Oui, puis elle a laissé pas mal de gars habituellement titulaires au repos pour faire justement souffler un peu. On pense à son capitaine habituel, Steve Blanc-Mapaz notamment, Fifita, Tupuola, Eric Escand, Jean-Charles Orioli. C'est quand même des noms qui feront du bien si jamais les Grenoblois dans la rotation venaient à disputer des phases finales. C'est vrai, mais lorsque l'on voit la qualité de l'équipe aujourd'hui sur le terrain, on se dit que Grenoble a vraiment un bel effectif et que si ça veut sourire, ça peut faire mal. La première mêlée. Elle est belle cette mêlée avec le ballon dans les pieds de John Dyer. On a aperçu tout à l'heure Stéphane Armitage qui est sur le banc aujourd'hui. Parce que c'est Dyer, titulaire en numéro 8, le Fidjien. Qui dépanait en seconde ligne les 3 ou 4 derniers matchs. Et là qui retrouve un poste de troisième ligne centre. La mêlée, un des secteurs sur lequel les Grenoblois ont été châtiés depuis le début de la saison, souvent pénalisés. On dirait que ça va mieux depuis quelques semaines. Là aussi, tout est une question de confiance. Flexion. Bon, après, tout à l'heure, on a donné 3 raisons pour regarder ce match. Il y en avait une 4e de rester, c'est que ces deux équipes qui sont très performantes en seconde période, qui marquent beaucoup d'essais aussi en seconde période. Ah, ça, il faudra le dire à la mi-temps, Nicolas. Ouais, mais je le dis dès maintenant pour être sûr. Je le répéterai, vous inquiétez pas, avec un ballon récupéré par Johan Aliouat. Ballon pas maîtrisé. On reviendra. Mais il y avait une situation d'avantage. Barnabé Couillou contré derrière son regroupement. Il y en a 5 de rentrée sauf le gaucher rouge. Pas de liaison propre du gaucher rouge, bras cassé. Par Jérôme Ray, à l'image. C'est Madeira, me semble-t-il. Il s'est fait soigner. C'est l'occasion justement sur ce premier arrêt de jeu, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup depuis le début du match, d'aller voir notre homme de terrain. On vous a pas oublié Romain Amalric, mais c'est vrai qu'il y a eu du rythme en ce début de match. Je parlais de conditions presque printanières, on n'en est pas loin, non? Oui, vous l'avez souligné. Bonsoir messieurs, des conditions printanières pour ce match, avec 12 degrés ici à Biarritz, pas du tout de vent, et aussi il n'a pas plu à Biarritz depuis un petit moment, et donc le terrain est sec, et ça a été souligné par les coachs avant le match. Terrain sec qui va peut-être permettre du beau rugby ce soir pour ce match de Pro D2 entre Biarritz et Grenoble. Bah déjà, on a vu deux équipes qui tiennent le ballon, Thomas Lièvremont, qui ont envie de jouer, on a vu des Biarros qui essaient d'occuper le terrain, mais après il y a forcément un peu de crainte en ce début de match. On s'observe un petit peu parce que les deux équipes connaissent la valeur de l'adversaire. Oui, et puis tout se joue aussi, c'est une partie d'échecs, et il ne faut pas laisser on voit le joli strapping. C'est bon, messieurs. On ne va pas laisser les adversaires prendre confiance trop vite. On est dans l'occupation, c'est normal dans cette Pro D2, même si... Prochaine fois, s'il vous plaît, on fera un changement parce que... Ouais, c'est un peu long. On ne peut pas perdre du temps pour une cheville. C'est ce que dit monsieur Fabien Orquet, c'est un peu long, mais là, je ne sais pas s'il va pouvoir... On ne peut pas faire un changement où on le met sur le côté, Grenoble joue à 14, ou voilà, on fait un changement définitif. En tout cas, pour la flexion de cheville, il va falloir observer un petit peu, parce que là, c'est pas gagné quand même. Deuxième. José Madeira qui a été replacé depuis le deuxième match consécutif.
qui vient de se faire strapper la cheville, qui a été replacé en 3e ligne L, alors qu'il était 2e ligne. C'est une seconde ligne de formation, jeune seconde ligne portugais, international portugais déjà. Un des espoirs. Qui n'a que 19 ans, avec le départ de John Dyer. John Dyer qui parvient à trouver Couillou. Derrière, on va chercher les extérieurs avec Saïli. Saïli au pied. Saïli qui souvent bonifie le ballon lorsqu'il touche, le touche, le néo-zélandais. Enzo Selponi sous la pression. Attention les Grenoblois, ballon contré par Sinagel et récupéré par les Biarros, par Romain Rufnac. Non, c'est pas Rufnac. Oui, c'était Rufnac. C'était bien Rufnac avec Shimon Lucu. Oh, Shimon Lucu, il avait une solution extérieure. Il y avait Steve Barry, mais ils enchaînent avec des ballons très rapides, des libérations très rapides. C'est Biarros qui s'approche de la ligne. Gilles Bosque passe par le sol. Couillou tout de suite présent. On balaye le terrain. Francis Saïli, un raffut. Ouais, ils sont 3, mais il y a Dion Foury en face. Attention, on conteste. Le ballon conservé. Il y a un avantage sur en avant. Même si les Biarros ont reculé. Cette fois-ci, c'est avantage pour pénalité. C'est pour ça que Foury aura un rôle capital ce soir. C'est pour ralentir les sorties de balle. On voit des Biarros qui veulent mettre de la vitesse, qui ne veulent pas laisser cette défense grenobloise se réorganiser. Là, c'était la première faute. C'était un en avant. Et derrière, c'est Guerreau qui reste le plaqueur. Là, on revoit le contre de Youat. Récupéré par Rufnac. Je l'avais donné à Sinagel. Le compte, c'était bien Yohan Alouat. Ouais. La même coupe. Et derrière, le bon travail de Shimon Lucu qui va prendre l'intervalle. Peut servir à ce moment-là, mais il préfère conserver le ballon. Ouais, alors qu'il y avait Barry sur l'extérieur, on pensait qu'il y avait peut-être possibilité, il a peut-être voulu fixer avant de servir. Mais... Oui, Shimon Lucu, c'est un joueur altruiste. Hein. S'il préfère garder, c'est qu'il avait des doutes. Ouais, on parlait tout à l'heure de la réussite au pied de Grenoble qui n'est pas exceptionnelle. C'est pas terrible non plus du côté de Biarritz. On ne peut pas dire que ce sont deux équipes qui brillent par leur réussite au pied. 71% avant ce match. 14e équipe sur les 16 de Pro D2. Et Grenoble, on l'a dit, c'est encore pire, 15e. Mais en tout cas, pour Gilles Bosque, ça fait 2 sur 2, ça fait 6-0. Et on a besoin de voir Gilles Bosque du côté Biarros efficace. C'est vrai qu'il a été recruté pour être numéro 1 cette saison. C'est une saison difficile pour le Catalan. Et si un match contre son ancien club pouvait le relancer, ce serait bien pour le BO. Oh, le renvoi. Il ne fallait pas le toucher. On n'est pas au 7, il aurait pu le toucher, empêcher un Biarros. C'est vrai qu'à 7, c'est un bras cassé. Là, il n'y a pas de. Le choix des Biarros certainement à la mêlée. Pas 10 mètres. Les gars, s'il vous plaît. Aussi, même en roulant, il fait pas 10 mètres. Grenoblois. 8, s'il vous plaît. On garde sa position de capitaine. Arrêtez de me faire un commentaire à chaque fois. Nicolas Nadeau, qu'on a aperçu à gauche de l'écran. À côté de Mathieu Clarking, Nicolas Nadeau, que l'on annonce l'année prochaine dans l'autre camp, oui, du côté de Grenoble. Pas de manière officielle, on n'a pas le droit, mais oui, effectivement. J'ai dit que l'on annonce. Soso Peloto ne peut pas passer inaperçu sur ce Peloto. Légende lui aussi du Biarritz Olympique. La première mêlée avait été belle entre les deux équipes, même si... Là, ils sont rentrés avant les commandements, mais bon, comme c'est propre, M. Ourquet a laissé jouer. Encore une introduction pour Biarritz avec le ballon encore dans les pieds d'ailleurs. Cette fois-ci, c'est Couillou qui le sort avec le pied de Bosque. Il a bien anticipé. Jonathan Bousquet, le pied gauche de Gilles Bosque. C'est ici, 10 mètres. C'est ici, 10 mètres. Reculez. Jonathan Bousquet qui avait disputé 7 matchs en début de saison, évidemment chaque fois titulaire. Et puis la blessure début décembre à Colomiers. Avec des Biarros qui pour l'instant tiennent le ballon. Rufnac en percussion face à Laïfaunois. Qui a mis les mains sur le ballon, Laïfaunois. Il faut qu'il lâche maintenant. Ouais, c'était un plaquage. Fourneau, ballon libéré. Bosque, cette fois-ci c'est un ballon de pression, un coup de pied de pression de la part de l'ouvreur Biarros. Ballon volé qui a récupéré par José Madeira, l'international portugais. Et voilà un turnover, un ballon de turnover pour les Grenoblois. La fin de 2 passes de Selponi. Selponi qui cherche à creuser une brèche, qui trouve le bulldozer, Dion Foury. Dès qu'il y a une brèche, lui, il s'y infiltre.
Et Shimon Lucu qui est allé se battre sur ce ballon. Ballon récupéré, oui, en avant de la part de l'arrière basque. Mais derrière Semponi qui passe les bras. Et sont intéressantes ces courses grenobloises avec de la vitesse. Exactement, on vient couper les lignes, on vient prendre les intervalles. Dion Foury, lui, va recentrer les débats, mais là, c'est compliqué pour le capitaine grenoblois aujourd'hui, Théo Nanette. Madera, il est pris au pied avec Alves. Les deux Portugais, donc un Madera et Alves. Celui-là est direct. Il est direct, effectivement. Ah, ça n'est pas fallu de peu. C'est pourtant une situation que Edmimé répète inlassablement ce genre de coup de pied. Et on voit ici José Madera. Bon, ça a l'air d'aller au niveau de la cheville. En tout cas, ça ne l'a pas empêché de transmettre ce ballon. Anthony Alves. Rouge, s'il vous plaît. Toujours la justesse de Shimon Lucu. Et touche réduite. On met d'ailleurs dans la ligne de 3/4. C'est Millard qui est relayeur. Touche à 5. Et on va voir, hein, parce qu'il y a de la taille avec Fourneau. On va voir, c'est vrai que vous disiez, hein, Bidard, c'est quel niveau C'est promotion d'honneur. Promotion d'honneur, ouais, il y a quand même un petit step hein, par rapport à la Pro D2. Une grosse tête, on l'a vu affûter Fourneau à l'échauffement, on a observé bien évidemment, on est curieux, ça fait un petit moment hein, qu'il est arrivé, il a dû beaucoup travailler physiquement. Gilles Bosque, le petit passe au pied, la précision du pied gauche et l'en avant de Steve Barry derrière. Ouais, il a eu raison Steve Barry de stopper Jonathan Bousquet parce qu'on sentait que l'arrière avait des fourmis dans les jambes. Ils ont des fourmis dans les jambes, hein. Les Grenoblois, ils vont jouer les avantages, ils vont porter les ballons. On sent la différence entre cette équipe actuelle et celle que l'on a vue il y a plusieurs semaines. Hein. Il y a un peu plus de confiance dans le jeu des Grenoblois. Même si, pour l'instant, c'est pas payant. Aujourd'hui, en tout cas, après un quart d'heure, ils n'ont pas marqué le moindre point. Ils ont du mal à sortir de leur camp. C'est vrai, ça manque un peu de précision. On l'a vu sur le jeu au pied de Nanette, on l'a vu sur cette passe de Selponi par terre. Mais malgré tout, on sent qu'il n'en faut pas beaucoup. Ouais, c'est joué rapidement par Steve Barry pour Shimon Lucu. Shimon Lucu qui perce, qui casse le plaquage de Jonathan Bousquet derrière, qui libère son ballon. Le soutien arrive. Et les courses de Lucu font mal hein, avec Saïli pour Dyer. Dyer qui allonge la passe sur le côté gauche est magnifique. Ils ont balayé tout le terrain pour les marquer. Le premier essai signé Tornike Jalagonia, le géorgien. Un superbe essai de la part des Biarros qui vient d'une touche rapidement jouée. Exactement, touche rapidement jouée par Barry. Le travail de Shimon Lucu qui va se servir de l'appel de son ailier pour prendre un intervalle et surtout le replacement offensif. Alors on va voir la conclusion, le beau plongeon. Il n'y a pas touche parce que c'est vrai qu'il aurait pu aplatir de suite. On va voir là le travail de Shimon Lucu qui prend l'intervalle, qui va faire l'effort de conserver. Barry, premier soutien et surtout ces deux passes, ces deux très belles passes. D'abord celle de Bosque et celle de Saïli et la troisième surtout de Dyer qui se sert de l'appel de Lebro. Qui c'est qui m'appelle qui fait serrer la défense pour décaler Tornike Jalagonia, le troisième ligne georgien qui inscrit ce premier essai du match. Voilà pourquoi le BO est efficace lorsqu'elle met de la vitesse dans son jeu. Vidéo. Ah, il y a de la vidéo. Il y a une vidéo demandée. Et ouais, il va falloir empêcher Arrêt du de temps. transformer. Ah oui, c'est Ouais, Jalagonia je qui n'inscrit t'entends. pas de suite. On va écouter. Vidéo. On va nous assembler, sur le ralenti posé par la XLR. Je t'entends très bien, Denis. D'accord, donc pour nous, le toucher à terre est bon. Tu veux vérifier Sur à le le moment où il plaquage des aplatit, jambes, s'il ne met pas un pied à ligne de touche de but. ouais, il a les Ou pieds de en ballon l'air. mort. Il a les pieds en l'air. Ok. Alors. Non. Ouais, c'est peut-être avant. C'est plutôt le Grenoblois, oui. Alors son pied. C'est peut-être sous le Grenoblois. C'est sous Sous le Jonathan Grenoblois. Bousquet. Mais alors, pour voir, sous Jonathan Bousquet, bon courage. Non, sur cet angle, je ne pense pas qu'on puisse le voir. Non, bien sûr, les Grenoblois disent qu'il y a touche et les Biarros disent qu'il y a essai. Sans blague. C'est le Tête rouge qui pied enlève droit. le poteau. Hein. Ouais, c'est le poteau, il n'y a pas de problème. D'accord. Ouais. Là, c'est le rouge. C'est le rouge qui l'enlève. Ouais.
Donc là, il a les pieds en l'air et le toucher à verre est bon. Et c'est valable. On est d'accord. Et c'est valable, c'est donc le 44e essai de Ouais, il y a Biarritz aucun souci depuis le pour nous, début de c'est très saison. Et on vous le disait, en ce moment, 15 essais sur les 4 derniers matchs à domicile de la part de cette équipe de Biarritz. Et Essai, ça messieurs. continue, Essai, ça continue voilà. après 16 minutes de jeu. Alors il faut savoir, tout à l'heure on parlait des bonus offensifs. Oui, il y a la particularité, parce que c'est rare pour être signalé. Ils ont marqué un bonus offensif contre Valence, mais ils ont aussi marqué un point de bonus défensif parce qu'ils se sont inclinés. Ils sont inclinés, oui. C'est souvent les bonus offensifs et défensifs, on les voit dans la Coupe d'Europe où il suffit de marquer 4 essais. En top 14, j'ai failli dire. En Pro D2, c'est plus rare. En Pro D2 et en top 14, c'est bien plus rare. Ce n'est pas validé. Ça fait 11-0 pour Biarritz. Enfin, ce n'est pas transformé plutôt. Et encore une fois, Tofa qui va serrer sur Saïli, il a peur, Tofa. C'est un joueur qui est très surveillé, Francis Saïli, et souvent il fait les bons choix. Et oui, il peut être content. Sean Sowerby qui exultait effectivement. Mais c'est vrai que la passe de Dyer est belle aussi. Hein. Mais le jeu sans ballon des Biarros, c'est ce qui a fait la différence sur cet essai. C'est le jeu sans ballon. Avec la course de Lebro vient même d'ailleurs, il fait serrer la défense, comme le fait Saïli en mettant de la vitesse. Ouais, on était en train de vanter l'envie des Grenoblois, le fait qu'ils aient des difficultés à sortir de leur camp. Oui, alors maintenant, il y a quand même déjà 11-0, donc il va falloir que les Grenoblois, on va dire, marquent des points assez rapidement s'ils veulent faire douter les Biarros dans ce match. Oui, mais je vous rappelle, les victoires à Oyonnax et à Nevers, les Grenoblois étaient... alors à Oyonnax assez loin, à Nevers ils se sont toujours accrochés, mais ils étaient vraiment bousculés, ils ont fait le dos rond. C'est l'image de leur saison en fait. Ouais. Ils ont fait le dos rond, ils ont réussi à marquer sur la fin et à s'imposer. Avec Pierre Guéraud pour Nanette, Selponi. Ouais, le soutien qui tarde à arriver, reste un ballon arraché par les Biarros et par Irigoyen. Derrière Shimon Lucu qui renvoie Semponi dans ses 22 mètres. Ballon dedans. Ballon dedans. Important de calmer, déjà à faire baisser un peu le rythme cardiaque et d'aller trouver une touche. Et ça manque de précision dans les soutiens offensifs côté grenoblois. Ça fait 3 ballons qui se font arracher déjà. En tout cas, le banc grenoblois insiste là-dessus. Sylvain Bégan insiste sur le fait qu'il faut faire vivre le ballon du côté de Grenoble, même s'ils sont un peu agacés que les Grenoblois n'aient pas joué au pied plus rapidement aussi avant de se faire chipper la balle avant l'essai de Biarritz. Bonne prise de balle, conquête assurée. Pour l'instant, les Grenoblois défendent bien. Ouais, ballon contré. Ouais, dans les airs, Kadiri s'est imposé. Un nouveau turnover en faveur des Grenoblois. Ils choisissent d'aller défier Guéraud. Ça avance pas. Hein. Grosse défense de la part de Mathieu Irigoyen. Arrête. Magnifique la prise en l'air de Stark. Connecté Avec pour la moi. course croisée de Fourneau. Face à l'Iphonnois, Fourneau qui avance, qui se retourne. Ballon libéré pour Couillou. On l'insiste petit côté. Ouais, le conteste de la part de Lucas Dupont, mais ballon conservé par les Biarros. Ouais, superbe travail de la part de Stark. Et cette volonté de faire jouer debout, continuer à faire jouer après contact, comme ici d'ailleurs pour Millard. Millard, il a fait la passe à l'Iphonnois. Mais il a la volonté de faire jouer après contact. Oui, c'est vrai que c'est assez plaisant de voir ces prises d'initiative, ce travail d'appui de Stark. C'est un petit tchic-tchac. Derrière, il cherche, il monopolise les défenseurs. Et quand les ballons sortent aussi rapidement, mais regardez, la ligne 2-3 quarts, la ligne de défense grenobloise est hors jeu. C'est la faute qui est sanctionnée par M. Ourquet. La ligne, s'il vous plaît, 10. Ouais, la discipline sera aussi forcément quelque chose d'important dans ce match. Parce que, vous le voyez,
Les 2 premières pénalités ont été sanctionnées de 3 points. Alors elles étaient dans un secteur un peu plus facile pour Gilles Bosc. Là c'est déjà un peu plus loin, plus de 40 mètres. Et il est gaucher, hein, Gilles Bosc, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est pas son bon pied pour aller tenter cette pénalité. Son seul échec au pied, c'est sur la transformation. Et on en reste à 11-0 pour Biarritz. Ouais, c'était pas facile, hein, je vous disais, pour un gaucher à plus de 40 mètres, légèrement en point. Oui. Et pour un buteur, il faut savoir prendre tous les points. Est-ce que vous êtes sévère? Non, je suis très clément. Je me rappelais les origines catalanes de Gilles Bosc. Ballon relayé par Tofa, mais gagné par les Biarros avec John Dyer qui vient attaquer dans l'axe. Couillou, toujours ces libérations rapides. Oui, et c'est les Grenoblois qui montent vite, hein, qui essayent d'empêcher les... Stark. Là, il est allé défier Nanette. Derrière en position de demi de mêlée. Jouez, ballon dans les mains, jeu. Saïli, ouais, Shimon Lucu, un ballon qui va en touche. Il voulait le laisser sur le terrain pour que son troisième ligne puisse le récupérer. Il était un peu trop fort là. Kadiri était monté en pointe, avait coupé les extérieurs. Là, ça, on va revoir tout à l'heure. Il était plus dans l'évitement. Là, il est dans le défi physique. Il a faim de ballon, hein, Stark. Combien s'il vous plaît? Il n'a pas beaucoup joué cette saison. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Son 3e match seulement, la 2e titularisation pour le Néo-Zélandais. C'est vrai que la doublette Barry-Artru a trusté les feuilles de match. Le truc est blessé. Hein. Il y a beaucoup de blessés quand même du côté de Biarritz, qui a peu tourné aussi, hein, depuis le début de saison. Mais là, il y a beaucoup de blessés, notamment devant. Capitaine, Oui, touche ou mêlée? c'est vrai que le fonctionnement, hein, de Matthew Clarkin et de son staff n'est pas forcément sur la rotation, mais sur l'enchaînement des matchs. Et Biarritz Olympique, on l'a vu la semaine dernière à Carcassonne, était un peu émoussé. On les voit ce soir très en jambes, mais on s'inquiétait peut-être un peu de l'état de forme d'une équipe qui ne tourne pas beaucoup. Ce soir, les joueurs nous rassurent sur ce point-là. Oui, puis on s'amusait à calculer tout à l'heure. On est à la 21e journée, c'est-à-dire qu'il en reste 10 avant les phases finales. Et oui, ça approche quand même. Hein. Oui, on est dans le 3e tiers, dans le dernier tiers du championnat. Et on va dire que c'est quasiment une période où les points comptent pas double. Évidemment, c'est une façon de parler, mais presque. Alors les points vont compter double, surtout entre concurrents directs. C'est ce que je disais. Vannes et l'USAP mènent un rythme effréné. C'est difficile de suivre. On la voit, la longue infirmerie, la grande infirmerie de Biarritz Olympique. Tout ça, ce sont des joueurs blessés. Peut-être pas le monsieur derrière, mais on avait retrouvé au premier point. et c'est vrai que le BO doit poursuivre le rythme pour finir dans les premières places, doit enchaîner les victoires. Et Grenoble, on l'a dit, hein, s'ils veulent rentrer dans les 6, tous les points vont compter. Tous les points. Tchetchvili, Azariashvili, Lazaro, Topero, Callaghan, Thérèse Blanc, Olmsted, Speck, Ikwe, Dog, Artru, Cramon, Jimeno. Ça fait beaucoup, hein, et encore la liste n'est pas exhaustive. Gaucher noir, liaison qui amène en bas. Dans l'axe. Alors, Monsieur Orquet, il était du bon côté tout à l'heure, du côté de Sinegal et d'Alves. Il est passé de l'autre côté voir ce qui se tramait et il a sanctionné le côté opposé, à savoir Thomas Sinegal. Ouais. Thomas Sinegal qui était déjà de la partie lors de la seule victoire de Grenoble ici, c'était en 2013. Alors il y a eu 3 matchs, hein. C'était il y a 3 matchs parce que bon, il y a eu différence de niveau parfois entre les deux équipes, entre Pro D2 et Top 14. Sinegal et Rufnac qu'on vient de voir passer ici à John Dyer qui était présent dans cette équipe de Biarritz qui il y avait du beau monde, hein, notamment. Pareil, Yashvili, et j'en passe.
C'est le rouge qui le fait tomber. Allez, Grenoble qui n'a pas été beaucoup dans ses 50 mètres Biarro, avec ici Jérôme Ray qui est stoppé, Nanette pour essayer de faire avancer son équipe avec Madera. Avantage terminé. Madera, c'est pas le joueur le plus puissant. Non, mais il a fait l'effort de bien conserver la balle. Et on insiste, petit côté faute de main provoqué par la grosse défense des Biarro. Combien en avant rouge? Mais ce qui est inquiétant pour les Grenoblois, c'est que ça manque de précision en conquête. C'est un 3e ballon perdu en touche. Même s'ils l'ont récupéré après sur une maladresse Biarrotte. Et on revoit la défense bien fermée et d'Irigoyen et de Lebro et de Saïli, qui fait commettre un en avant Grenoblois. Un noir au sol. Thomas Sinegel, je vous le disais, qui était là lors de la saison 2013 et 2014. 2013 lorsque Grenoble est venu s'imposer pour sa seule victoire. C'est des dinosaures, hein, sans manquer de respect de cette Pro D2, et on est content de le voir sur le terrain. 192e match de Pro D2 aujourd'hui. Premier en avant rouge, on fera une mêlée introduction noire. Allez. Allez les gars, allez. Sodaros, oui, qui s'est ouvert le crâne à droite de l'écran, là, assis. Ouais. S'est ouvert le crâne tout à l'heure à l'échauffement. Comme quoi les échauffements sont intenses. L'ancien briviste. Flexion. Lié. Allez, une mêlée sur la ligne des 40 mètres du camp. Biarro, introduction Barnabé Couillou. Mêlée stable, ballon disponible. Et Shimon Lucu qui renvoie cette équipe de Grenoble dans ses 22 mètres avec un bon coup de pied. Pas facile à maîtriser, pas facile à capter pour Dupont. Et derrière, l'arrière basque récupère le ballon. Attention, le plaqueur. C'est Jonathan Bousquet. C'est extrait du plaquage. Aliouat. Celui-là est bon. Conteste, voilà. C'est le premier conteste gagnant, hein, oui. Pour Grenoble. Il y a eu Fouri, en avait récupéré un. Il avait récupéré un ballon. Et là, c'est le talonneur Rossi, pas récompensé sur sa première tentative. Donc, il faut toujours insister. Ouais, le soutien qui a un petit peu tardé cette fois-ci arrivé, tout de suite sanctionné. Oui, parce qu'il y avait un appel sur les extérieurs. Les soutiens avaient des courses fuyantes. Et le temps qu'ils reviennent nettoyer Aliouat, les Grenoblois avaient mis les mains sur le ballon. Allez, faut de la vitesse, faut de la vitesse, allez. Il faut de la vitesse, faut de la vitesse, vous entendez. Il faut surtout des ballons en touche. Ah, d'abord assurer la conquête et ensuite donner de la vitesse. Complète. Pierre Guéraud. En gros plan ici. Cette équipe prétendante à la montée, mais qui a tellement mal débuté son championnat que maintenant elle court après le temps, après les résultats. Alors ça va beaucoup mieux évidemment. La conquête est assurée avec la bonne prise de balle de Madera. C'est sûr que ça fait une option supplémentaire en touche avec ce joueur formé en deuxième ligne. Il commence à compter pas mal de temps de jeu. Je rappelle qu'il est né en 2001, José Madera. C'est vraiment un jeune joueur. Allez, les Grenoblois qui tiennent le ballon, qui viennent défier. Ouh, Jérôme Ray, c'est derrière. Avec Bousquet qui a mis l'intervalle, Bousquet qui fixe. Magnifique fixation de Bousquet derrière. L'essai de Karim Kadiri. Voilà sur une des premières occasions Grenoble qui sanctionne. Et sur enfin un ballon capté en touche, organisé, on a fait un ballon porté, on a resserré un peu la défense Biarrotte et après sur les extérieurs, la vitesse, il y a eu un temps de jeu par Ray, la course de Ray. Du noir sur le rouge. Avantage, essai. T'es d'accord, Jean? Parce qu'il y a eu un arrachage sur. On est d'accord, c'est un arrachage du noir. Avantage pour les rouges. Là. Essai. On va voir le relais de Ray. C'est Stark qui arrache le ballon. Il n'y a pas d'en avant. De toute façon, le ballon allait derrière. Et là, c'est Barillet qui est un peu trop serré et qui met Shimon Lucu dans l'embarras. Et Kadiri en profite. Le bon travail de Jonathan Bousquet, lui aussi, hein, on a dit, blessé depuis de longs mois. Et Denis, tout est bon pour toi. Avec beaucoup d'enthousiasme et de justesse. Ok. Elle cherche pour lui derrière d'aller transformer complètement en coin. On parlait des Grenoblois, de leur saison. Ils sont dominés depuis une demi-heure et là ils arrivent.
Et il marque et il transforme. Et il transforme derrière, elle est bien partie cette balle de Jonathan Bousquet. Effectivement, complètement dominée pendant une demi-heure, mais pour l'instant, il n'y a que 4 points d'écart au tableau d'affichage. Même s'il y a un peu de réussite, on le voit, hein, mais c'est un peu il a provoqué les Grenoblois, c'est bien joué, les extérieurs, mais de la vitesse. Et forcément, les entraîneurs sont ravis. Vous l'aviez entendu, de toute façon, c'était exactement ce qui était demandé avant le lancement du jeu, c'était de mettre de la vitesse sur ce lancement. Ouais, ils l'ont fait, mais comme disait Thomas, il fallait d'abord assurer la conquête. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et là, c'est Dion Foury qui assure la sortie des 22 mètres. Il a gagné une bonne quinzaine de mètres. Ça permet de jouer au pied, de renvoyer sur Lucu. Enzo Selponi qui a tapé ce jeu au pied. D'ailleurs, dans l'évitement plus que dans l'affrontement. Mais résultat, derrière, s'il y a un ballon disponible pour Biarritz, avantage parce que pénalité. Je crois que c'est contre Madeira. Ouais, un petit coup de... 6 aura du regroupement. Petit coup de vis de Barnabé Couillou. Qui a lancé ce ballon sur un adversaire hors jeu. Deux ballons, 4 points d'écart seulement, alors que c'est vrai que l'impression sur la première demi-heure, elle est un peu moins équilibrée que le score le laisse à penser. Oui. Attention, il va falloir la trouver, la touche. Il ne la trouve pas, Shimon Lucu. Ça fait 2. Arrêt. Le bon banana pic de Bousquet. Donne un peu d'air, mais on va avoir droit certainement à un ballon porté. L'angle était fermé, il a quand même gagné une trentaine de mètres, Jonathan Bousquet. Un beau banana kick. Allez. Dynamique les gars. Allez. Oui, ça c'est vrai. Et c'est Fourneau qui annonce, qui a pris le... Même si Mathieu Rigoyen les gars. est capable d'assurer ce rôle de leader de touche, là c'est bien Fourneau. Non, rouge. Vous étiez super bien placé. Voilà, merci Fourneau monsieur. qui est né à Melbourne, qui est d'origine australienne. Quand bien même, il est international italien. Il a fait une Coupe du Monde. Ouais, prise de balle d'Irigoyen. Tout de suite la défense grenobloise qui essaye d'empêcher la progression des Biarros. Mais on a écroulé le bol. Derrière, c'est un avantage. Vous voyez le bras tendu de Monsieur Ourquet. Derrière, avantage en cours pour cette équipe de Biarritz. Mais l'en avant de Saïdi, il met fin. Capitaine. Ouais, si Couillou n'éjecte pas les ballons de suite, s'il fait ce petit pas avant de sortir la passe, la défense grenobloise va se régaler tout le match. On l'a vu sur cette action, hein, il sort le ballon avant de l'éjecter. C'est pour une position de hors-jeu, je pensais que c'était pour... Oui, il avait signalé Mollet Croulé. Capitaine, j'ai le poteau, vous m'avez indiqué. Excusez-moi, poteau. Et l'occasion pour Gilles Bosque de donner un peu plus d'air, se donner de l'air, c'est-à-dire de se mettre au niveau d'un essai transformé pour le Biarritz Olympique. Pour l'instant, 50% de réussite au pied pour les Biarros et pour Gilles Bosque en l'occurrence. Cette fois-ci, ça passe. Voilà, ça fait 14-7. On a vu quand même des Biarros sous la menace. Ouais, regardez ce geste de Francis Sailly. C'est quand il a commis son petit en avant. C'est tellement rare. C'est bien l'autodérision. Il peut se le permettre, hein, Sailly. Faute de main, il n'en commet pas beaucoup. Pression dessous. Ça, on a reconnu la voix de Sylvain Bégon. Hein. Et derrière, Stark qui se défait d'un premier plaquage pour permettre à Barnabé Couillou de distribuer ce ballon à Johan Alioat. Le ballon est sorti. Hein. Mais la prudence pour ne pas être pénalisé de la part des Grenoblois. Ballon perdu par Barnabé Couillou et par le Biarritz Olympique que va pouvoir exploiter peut-être Grenoble avec le pied de Selponi directement sur Lucu qui a choisi de renvoyer le ballon et non pas de faire un marque. Selponi encore. Selponi cette fois-ci il est bien tapé, il est haut ce ballon. Sans problème pour Lucu, impeccable. Impeccable Lucu qui casse le plaquage. Ouais, heureusement que Théo Nanette était là pour stopper la remontée de l'arrière basque. Là, le pied de Bosque qui se régale hein, parce que
Il n'y avait personne en couverture et puis avec son pied gauche, il vient trouver une superbe diagonale qui remet Bousquet en difficulté. Bousquet qui évite le plaquage, Bousquet qui relance. Attention à ne pas perdre le ballon pour les Grenoblois. Attention, touche, moment, ce sera une touche. Et c'est le travail de Stark qui est monté vite. Alors on se dit il faut ralentir. Non, il a fait exprès de monter vite pour empêcher Bousquet de jouer au pied. Et la seconde lame Biarrot qui fait la différence. Regardez le sprint de Stark. Et Bousquet, au moment où il veut taper, il voit monter. Il est gêné. Et derrière le bon plaquage, le bon travail d'Irigoyen de Lebro qui amène Bousquet en touche. Ouais, résultat, les Grenoblois vont se retrouver à nouveau sous pression parce qu'ils sont dans leurs 22 mètres. Et Guy Millard qui est touché. Millard qui évolue à droite ce soir alors que depuis le début de la saison il était à gauche. Ouais, Australien mais d'origine sud-africaine, Guy Millard. Polyvalent, c'est précieux d'avoir un pilier comme ça qui est capable de passer de droite à gauche, de gauche à droite. Allez, on sait ce qu'on a à faire. Surtout de gauche à droite. Bloc du fond, les gars. Yoann Fourneau, vous le voyez. Ouais, c'est Yoann Alouette et Joshua Fourneau. Voilà, c'est ça. Ouais, la bonne organisation. C'est un mélange de prénoms en deuxième ligne. C'est ça. Rufnac avec un bon ballon porté négocié par les Biarros qui pourrait faire mal à cette équipe de Grenoble juste avant la mi-temps. Ils sont très bas, ils arrivent à onduler et à reprendre l'axe à chaque fois. Il y a vraiment un gros travail du pack Biarros. Là, ça y est, la défense bien grenobloise. Alors, il va falloir le jouer ce ballon. Et Rufnac qui demande à. Ouais, voilà. Et... Hop. Il n'y a pas d'en avant là-dessus. Si, il y en a en avant. Il y en a en avant. Ah oui. Et derrière. Taisez-vous en plus. Voilà. Certainement que Fourneau En a avant du noir. signalé un hors-jeu. Contestation successive du numéro 5 noir, pénalité. Vous avez raison, monsieur Ourquet. Il faut pénaliser les joueurs qui parlent trop. Touche ratée. Stark, il est insaisissable. Dans des tout petits périmètres, on sent que ça pèse et ça va peser parce que Stark, Sailly, à chaque fois, on voit quand même que la défense de Grenoble les craint. Avec derrière Guy Millard, demi-tour contact pour derrière libérer son ballon pour Couillou. Bosque qui a choisi de renverser. Et Stark qui passe à Rufnac, passe à hauteur pour Irigoyen. Avec un ballon récupéré. Double turnover. Simple en avant sur le turnover, jeu. Sailly, le petit crochet, et derrière passer les bras pour faire jouer pour Steve Barry. Steve Barry qui ne veut pas se couper du soutien, qui va rechercher ses partenaires, mais encore une fois, l'inévitable Dion Foury. Oui, quand vous avez Foury sur le rable, vous avez perdu le ballon. Attention, 10 de plus. Les Biarros parlent trop. On va appeler le capitaine et faire une petite réprimande. Ça fait 2 fois, qu'il en demande de se taire. Capitaine. Et vous l'avez dit, Barry qui aurait pu aller sur les extérieurs, il est revenu chercher son soutien, mais il est revenu aussi. Vous m'appellerez le 5 s'il vous plaît. C'est Fourneau encore qui est visé. Contestation du 5 et la pénalité contre les rouges veulent ramasser le ballon. Monsieur tape le ballon directement. Carton jaune. Faute antisportive du numéro 5. Voilà qui peut changer la donne. Ici. Faute antisportive, c'est vrai que Fourneau, s'il a parlé depuis le début du match et que là il commet une faute, monsieur Ourquet, il est un peu trop chaud, il va se calmer sur le banc. Joshua Fourneau. Oui, Nicolas. Qu'est-ce qu'il y a? Les origines italiennes connectées avec le second ligne. Mais il ne comprend pas. Il fait semblant de ne pas comprendre. Mais je pense qu'il a très bien compris ce dont il s'agit. Et voilà, peut-être alors qu'on sentait le chaos peut-être dans l'autre sens, enfin le chaos, en tout cas la possibilité de break de la part de Biarritz. Là, c'est une belle opportunité pour les Grenoblois. Assurer la conquête comme ils l'ont fait tout à l'heure sur l'essai avec Dion Foury. Dion Foury, la passe à hauteur, non, il y a un en avant. Ouais, là aussi, c'était dans le timing. Allez.
Non, non, non. Allez, cette fois-ci, Pas de souci, ça les parle gars. trop. Pas de souci. Cette fois-ci, c'est Alain Faunois qui est sanctionné. Attention, parce qu'il a mis un carton d'un côté, il pourrait le mettre de l'autre. Mais moi je suis alors totalement en accord avec M. Ourquet. Hein. Les joueurs n'ont pas à discuter chaque décision des arbitres. Il y a un capitaine pour ça. Et c'est vrai qu'on le voyait de moins en moins, ce recul à 10 mètres. Et c'est bien de le rappeler de temps en temps que c'est aussi, et ça fait partie de la panoplie de l'arbitre. Ouais, non, mais il faut encourager les arbitres à faire respecter le respect, j'allais dire. Mais oui, le rugby est un sport où on n'a pas... On a sacralisé l'arbitre il y a très longtemps, il faut le conserver. Oui, on peut ne pas être d'accord avec les décisions, mais il y a un capitaine pour ça, il y a un Qui relais. relire, les gars? On se met à 5, donc vous vous y mettez, s'il vous plaît. Merci. Ouais, ça avait été une des réflexions que j'avais entendues d'un arbitre à l'époque où Raisuke avait soulevé, vous savez, pour un petit peu dans l'allégresse l'arbitre. L'arbitre a été sacralisé il y a très très longtemps, au 19e siècle, et c'est quelque chose qui est resté dans le rugby. Et Barnabé Couillou décide d'en terminer pour cette première période sur ce score de 14-7 en faveur du Biarritz Olympique. Les Biarros dominateurs, mais pas à l'abri. On va retrouver évidemment Romain Amalric dans quelques instants avec un des acteurs de cette première période. On rappelle quand même que les Grenoblois entameront la seconde période en supériorité numérique, puisque Fourneau a écopé d'un carton à 1 minute 30 seulement de la fin de cette première période. Les Grenoblois vont devoir eh bien, entamer la seconde période tambour battant pour faire douter leurs adversaires du soir. À vous Romain. Oui, avec Romain Ruffnac qui discutait justement avec l'arbitre, qui se fait respecter en effet sur la pelouse d'Aguilera ce soir. Romain, vous avez plutôt bien démarré ce match et puis ensuite breaké par cette équipe de Grenoble qui revient dans la partie. Vous n'avez pas encore assez de distance au tableau d'affichage à la mi-temps. Ouais, je pense qu'on fait des petites erreurs bêtes. On parle à l'arbitre et il a raison de se faire respecter. Voilà. Maintenant, à nous de corriger ça, d'aller jouer chez eux et on va essayer de s'accrocher et de remporter ce match. Voilà. Merci Romain. Ouais, remporter ce match pour l'instant, il n'y a que 7 points d'écart. C'est un petit peu ce qu'on voulait signifier avant de rendre l'antenne à Astrid Barr, c'est que eh bien, Grenoble a été dominé, Thomas, mais Grenoble sur une occasion a réussi à être clinique presque, en marquant un essai. Exactement, Grenoble qui a subi mais qui s'est accroché et pour enfin le premier ballon porté capté dans le camp Biarro avec un peu de réussite, on l'a dit, mais cette réussite il la provoque les Grenoblois. C'est Tofa qui va prendre le milieu de terrain. Il y aura un relais de Jérôme Ray, le pilier, ballon arraché qui va traîner, qui va déboussoler un peu la défense biarrote. Barry va serrer et Bousquet qui sur sa prise de balle va aller fixer Chimounuku et servir Kadiri qui marque l'essai grenoblois. Beaucoup de réalisme, mais encore une fois les Grenoblois qui ne lâchent rien. Oui, il y avait 11-0 à ce moment du match lorsque Grenoble est allé marquer ce match. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Alors c'est vrai que pour l'instant, eh bien, les Grenoblois continuent à courir après le score. 14-7 pour Biarritz à l'issue de la première période. C'est peu, me direz-vous, pour une équipe qui a dominé la première période. On vous le rappelait tout à l'heure. Il faut savoir que ce sont deux équipes, et notamment Grenoble, qui marquent énormément d'essais en seconde période. Donc évidemment, il va y avoir du suspense et ça, je pense que Astrid, sur le plateau du Canal Sport Weekend, ce n'est pas pour vous déplaire parce qu'il y a eu des essais, mais on en promet peut-être encore plus en seconde période. Ah, il me connaît bien, Nicolas. Merci beaucoup. Effectivement, on vous retrouve rapidement pour cette seconde période et donc cette multitude d'essais à venir pour notre plus grand plaisir. On va profiter de la pause pour vous présenter la suite de votre grande soirée rugby. On ira notamment à Mayol, puisque c'est l'affiche de Top 14 ce soir. Toulon qui reçoit Bayonne. Une petite bande-annonce et on se retrouve juste après. À tout de suite. Votre programme vous est présenté par Rockfield. les vêtements signés Chabal. 2020. Jamais depuis sa création, le cinéma n'aura été plongé dans une telle obscurité. Pas l'obscurité réconfortante, dépaysante, exaltante des salles de cinéma, pas cette obscurité qu'on aime tant parce qu'elle nous sort de nos vies, de nous-mêmes et nous rassemble, mais l'obscurité d'une lumière éteinte, d'une porte close, d'un rendez-vous manqué. Il y a eu les choses qu'on dit, les choses qu'on fait et toutes celles qu'on ne peut plus faire. Le temps d'une éclaircie dans les Cévennes, on s'est réjoui de dire adieu aux cons. Et pour autant, on a tous hâte d'effacer l'historique de 2020 et de retrouver notre ADN.
Je ne sais pas si le cinéma vous a manqué, mais vous nous avez manqué terriblement, douloureusement, éperdument. La 46e cérémonie des Césars sera l'occasion de célébrer un cinéma durement touché, mais debout, vivant et impatient. Alors oui, on sera peut-être un peu moins léger, on rira peut-être un peu moins que d'habitude, mais on sera là, ensemble. Oh, j'ai pété en marchant comme un cheval. C'est pas respectueux. Non, c'est un détail, ça t'humanise, je trouve ça... Bon, j'ai pas envie d'être humaine. La 46e cérémonie des Césars, c'est le vendredi 12 mars à 21 h, en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+. Ciao, c'est ça. Je détruis tout. Pourquoi je détruis tout? Votre programme vous est présenté par Rockfield. les vêtements signés Chabal. C'est la mi-temps du match entre Biarritz et Grenoble. Et Biarro mène 14-7. On va y retourner dans un instant. Et la suite de votre soirée rugby et de votre week-end rugby sur les antennes de Canal à 20h45. Coup d'envoi de la rencontre entre Toulon et Bayonne. C'est un match en retard de la 14e journée. Ensuite, demain, tout sera sur Canal. Agen face à Clermont. Cette fois, c'est un match en retard de la 16e journée. Le Canal Rugby Club, juste avant 20h, 19h55. En clair, bien sûr. Et puis le choc, le gros match, c'est La Rochelle qui reçoit le Stade Toulousain, 21h05. Match en retard cette fois de la 15e journée. Le débrief dans la foulée. Voilà pour ce beau week-end de Top 14 qui vous attend. Et puis regardez, on va aller regarder cette belle couverture du magazine de Midi Olympique. C'est Marie-Alice Yaé, notre consultante, qui fait la une avec une photo évidemment très facile à prendre, comme vous vous en doutez. Marie-Alice qu'on va retrouver à Mayol ce soir aux côtés de Yann Chavenat, puisque l'affiche c'est Toulon face à Bayonne. Marie-Alice, qu'on est évidemment très heureux, très fiers d'avoir dans le rang, dans l'équipe des consultants de Canal. Toulon qui reçoit donc Bayonne, Toulon qui a l'occasion de creuser l'écart puisque les Toulonnais sont 6e pour l'instant, juste devant Lyon. Regardez, 4 points d'avance pour l'instant. Et l'idée, c'est évidemment, avec ce match en retard, de continuer à creuser l'écart. On a vu Yann Chavenat et Marie-Alice au poste commentateur de Mayol. Coucou à tous les deux. Félicitations, Malice, déjà pour ce très joli saut, cette magnifique couverture. Non, juste pour vous faire un petit clin d'œil et vous dire qu'on est évidemment très heureux que vous fassiez partie de l'équipe des consultants de Canal. Toulon-Bayonne, donc pour revenir au match, on le disait, c'est une bonne occasion pour les Toulonnais de creuser l'écart, même si la préparation de cette rencontre a été difficile cette semaine. Alors effectivement, entre les internationaux retenus avec le 15 de France, ils sont 5, évidemment, Olivon, Carbonel, Serin, Tao Fefuna ou bien encore Gabin Villiers. Et puis la vingtaine de joueurs blessés. Toulon, effectivement, est dans le dur actuellement. Etsebet, Sergio Parisse, Toé Ava, on va en reparler dans un instant, sont absents, des joueurs cadres. Et puis il y a eu ces cas de Covid en début de semaine. On voit Swan Rebadge, cas contact avec le 15 de France, des cas de Covid qui ont obligé le staff à annuler, à décaler des entraînements. Une semaine effectivement tronquée, une préparation tronquée pour cette équipe toulonnaise qui a un bon coup à jouer ce soir face à Bayonne. Oui, ils ont un bon coup à jouer parce que l'objectif reste quand même de gagner ce soir à Mayol, évidemment, pour éloigner les concurrents directs comme Lyon pourrait l'être puisque c'est le premier non qualifié. Ça, c'est la première chose. Bien sûr, évidemment, c'est une équipe qui va se présenter avec un manque peut-être de repères collectifs possibles, avec une équipe un petit peu rajeunie. Maintenant, ils sont forts quand même de cette victoire de la semaine passée. Psychologiquement, c'est une victoire importante contre Pau parce que cette équipe, elle était déjà un petit peu remaniée. Mais malgré tout, ils se sont appuyés sur un état d'esprit, sur une alliance entre de l'expérience avec des joueurs ce soir comme Rebadge, Alan Mussé qui sont présents et puis des jeunes qui compensent avec de l'envie, avec un très bon état d'esprit, avec une solidarité évidemment. Maintenant évidemment attention avec des postes clés comme Takouloua qui sera aligné en poste d'ouvreur, chose qu'il connaît un petit peu moins. Donc des repères en tout cas à trouver, mais c'est une équipe forte d'expérience et qui à n'en pas douter va relever le défi. Allez, la compo rapidement de cette équipe toulonnaise avec les changements effectués. Il y en a 4 par Patrice Colazo, retour de Alagaou, première titularisation en top 14 pour ce jeune joueur, tout comme Duplessis, 2 joueurs qui vont connaître leur première titularisation en top 14. Et puis donc Takouloua à l'ouverture qui remplace Toé Ava forfait. Retour d'Erito au poste de 3 quarts centre associé à Mahanonou, on ne l'a plus vu depuis septembre dernier. Voilà pour cette équipe toulonnaise avec notamment Cordin à l'arrière.
Manier, une semaine de préparation perturbée. Pourtant, j'imagine que les Toulonnais visent une victoire à 5 points, Jérôme, ce soir. Oui, c'est leur objectif. Comme l'a dit Maëlys, c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où les Toulonnais ont absolument besoin de glaner des points à domicile. 5 points seraient parfaits pour pouvoir mettre Lyon un petit peu en difficulté, qui est 7e. Mais au-delà de ça, il faut trouver de la cohérence dans l'animation offensive. On a vu que Takouloa va être en poste numéro 10. Il faut trouver une bonne alliance avec les avants et les trois quarts pour avoir de la cohérence dans ce qu'ils vont pouvoir proposer ce soir. Alors, Toulon qui espère creuser l'écart. À l'inverse, Bayonne qui voyage à Mayol espère réduire l'écart. Pourquoi? Eh bien, regardez, Pau est 12e avec 31 points et Bayonne a 5 points de retard pour l'instant à la 3e place. Mais 2 matchs en retard. Bayonne qui s'est pris une grosse claque, c'est pas joli de le dire comme ça, mais qui a encaissé 70 points la semaine dernière à Clermont. Yann et Malice, la question c'est comment vont réagir les Bayonnais ce soir? 10 essais encaissés la semaine dernière effectivement du stade du côté de Michelin. Pour Bayonne, ça a été une claque, une humiliation ressentie par tout le staff et les joueurs. Forcément envie de revanche ce soir ici à Mayol dans des conditions difficiles pour ces joueurs bayonnais. Il va falloir, Marie-Alice Yaé, aller chercher au plus profond de soi là, pour faire preuve de combativité et d'engagement. Mais Bayonne qui s'inscrit surtout dans la durée et qui prépare déjà l'avenir. Oui, mais on connaît l'état d'esprit de ces Bayonnais. Ils ont failli la semaine passée. Maintenant, ils viennent ce soir se rassurer. Ils viennent se prouver des choses à eux-mêmes. Parce que oui, leur championnat, si on peut dire, va commencer avec ce mois de mars très très compliqué. Un mois de mars très important. Puisqu'ils vont recevoir des équipes comme Lyon à domicile. Et c'est ces équipes-là qu'il va falloir battre. Et ce soir, ils viennent pour justement aborder ces matchs-là, ces matchs coup près, avec des certitudes, avec beaucoup plus de confiance. Donc ce qu'ils viennent chercher là, c'est un état d'esprit retrouvé. C'est des choses fortes en tout cas sur lesquelles ils vont pouvoir bâtir sur la suite. Pourquoi pas créer l'exploit? En tout cas, ça sur un match tout peut se faire. Mais cette équipe bayonnaise, effectivement, elle ne vient pas pour rien. Allez, la compo de cette équipe bayonnaise justement avec 10 changements effectués par Yannick Bru en première ligne. Première titularisation de Vincent Pello qui avait débuté sous ses nouvelles couleurs la semaine dernière. Il sera aux côtés d'Ouloudia qui lui aussi fait son retour au poste de talonneur. Ducat, le capitaine, Louamanou et Egui en troisième ligne qui font leur retour autour d'Amossa. La charnière donc renouvelée, Rouette, Ordas et puis dans la ligne de trois quarts quelques changements également. Bagé, Lestrade et Costosec à l'arrière. Pas de Gaëtan Germain mais c'est aujourd'hui Arthur Duhaut qui portera le numéro 15 du côté de l'Aviron. Merci beaucoup Yann et Malice. Coup d'envoi de la rencontre à 20h45. On sera avec vous à Mayol dès la fin de la rencontre entre Biarritz et Grenoble. Bayonne qui peut effectivement chercher des points ce soir. Il faut rappeler qu'ils ont 2 matchs en retard les Bayonnais, donc rien n'est terminé pour eux. Oui, 2 matchs en retard par rapport à la section paloise qui est 12e, 5 points par rapport à cette dernière et surtout l'un des matchs en retard va être contre Agen. Donc obligatoirement l'objectif ce soir c'est vraiment d'aller chercher des points, sachant que l'Aviron bayonnais va recevoir 3 fois dans cette équipe d'Agen sur les 3 prochaines semaines. Toulon-Bayonne, coup d'envoi donc à 20h45 sur Canal Sport Week-end. Avant de se projeter sur notre soirée de Pro D2, l'information de la journée, c'est le calendrier de la Coupe du Monde en France en 2023 qui a été dévoilé. Ça commencera le 8 septembre 2023 au Stade de France par cette magnifique affiche entre la France et la Nouvelle-Zélande. Une semaine après, le jeudi 14 septembre, ce sera à Lille face à une équipe américaine, peut-être les États-Unis, peut-être le Canada. Le jeudi suivant, le 21 septembre, ce sera Marseille face à une équipe qualifiée africaine. Et puis 2 semaines plus tard, le vendredi 6 octobre, cette fois à Lyon, les Bleus affronteront les Italiens. Voilà pour le calendrier précis de cette Coupe du Monde. On va écouter justement Claude Hatché, le directeur général de France 2023, qui est ravi que des grosses équipes soient accueillies dans chacune des villes hautes. On a essayé d'équilibrer ce calendrier avec des grandes affiches dans chaque ville et ce sera le cas. On retrouve toutes les grandes équipes dans toutes les villes. Chaque ville accueille au moins une équipe quart de finaliste de la Coupe du Monde 2019. Donc c'est la garantie d'un spectacle de qualité dans chaque ville et d'un engagement des communautés de supporters de chacune des équipes dans chaque ville pour participer à la fête. Des propos recueillis par Guillaume Herbert. Et donc la finale, ce sera le 28 octobre 2023 au Stade de France. La Coupe du Monde qui a été rallongée d'une semaine pour que chaque équipe puisse avoir 5 jours de repos entre 2 matchs. L'équipe de France, elle,
Au repos forcé, on va dire, puisque le match contre l'Écosse a été reporté. On n'a pas encore de date précise. L'équipe parlait peut-être du mardi 9 mars pour affronter les Écossais. Ce n'est pas confirmé pour l'instant. Bernard Laporte s'est exprimé sur RMC en début de soirée. Voilà sa déclaration. Si le rapport, donc le rapport d'enquête, dit que des gens ont failli, il faudra des sanctions. C'est une évidence. Fabien Galtier me dit qu'il n'a pas enfreint les règles. Je le crois. Le président de la Fédération française de rugby qui vole au secours, on va dire, de son sélectionneur. Oui, il va sûrement protéger Fabien, puisque c'est aujourd'hui le sélectionneur de l'équipe de France. Mais c'est vrai que tout à l'heure, on a dit que s'il y avait une faille dans cette bulle et si c'était au cas échéant Fabien qui l'avait fait, obligatoirement le discours avec les joueurs et le cadre qu'il avait mis en place serait mis en difficulté. Donc espérons que ce n'est pas le cas. Allez, retour au terrain pour la seconde période de cette rencontre entre Biarritz et Grenoble. Et puis je vous rappelle que dans Jour de rugby, après Toulon-Bayonne, vous verrez les essais et les réactions de toutes les rencontres de Pro D2 qui se disputent ce soir. Le Biarritz Olympique qui a dominé cette première période, Nicolas Souchon, Thomas Lièvremont, mais qui n'est pas à l'abri d'une remontée des Grenoblois. Oui, dominer n'est pas toujours gagné, effectivement, parce qu'ils ont certes marqué un essai, ils mènent de 7 points, 14-7, mais c'est vrai qu'on a vu que Grenoble était capable de fulgurance, en tout cas ils l'ont signé une par Kadiri, et donc il n'y a que 7 points d'écart entre les deux formations, sachant que Grenoble marque énormément de ses essais en seconde période. Et ce sont les Grenoblois, Enzo Selponi, qui donne le coup d'envoi de cette seconde période, un long coup d'envoi directement sur Francis Sailly. Sur les appuis, mais bien pris par Madera. Qui demande un peu plus de monde pour le protéger. Il s'est fait contrer 2 fois en première période. Ouais, directement sur Jonathan Bousquet qui commet un en avant. Avantage à la main. Ballon flottant, trajectoire flottante. Qui a gêné Jonathan Bousquet. Gauche. Alors, d'ailleurs, va monter en seconde ligne et on demande à 3/4 de venir pousser en troisième ligne. Voilà, reculez. Voilà. Là, il doit être gauche de la marque. Voilà. Non, c'est le Bro. Vous aurez remarqué, pas de changement à la mi-temps. Des deux côtés. Allez, regardez ce que je vous disais, 72% des essais inscrits en seconde période par cette équipe de Grenoble. Pour être précis, c'est 28 sur 39, c'est quand même énorme. Hein. Et notamment dans cette phase 40-50e, il y en a beaucoup également. Donc Grenoble est efficace en seconde période. C'est dû à quoi en général? C'est la fatigue de l'adversaire? Oui, peut-être. Ou ils prennent enfin le jeu à leur compte. C'est toujours difficile d'expliquer ce genre de statistiques sur une équipe de Grenoble qui a été longtemps dans le doute. Oui, mais pour l'instant, c'est Biarritz quand même. Hein. Attention, parce que Stark et Lucas se sont gênés. Excusez-moi de vous couper. Je vous pose une question, je coupe derrière. Je suis désolé. Ne vous inquiétez pas. C'est le jeu avec le Bro dans l'axe. Biarritz patiemment essaye d'avancer avec Francis Sailly. Stark, il n'est pas que vif, il a été puissant sur le coup. Il a du mal à avancer pour l'instant, la défense de Grenoble. Tiens bon, on va balayer le terrain. Le pied de Bosque, le jeu au pied de Bosque, superbement récupéré par Steve Barry. La fine gâchette, Steve Barry qui marque son 7e essai de la saison. Biarritz se détache. Oui, Barry qui était à un essai des meilleurs marqueurs de cette Pro D2, qui devient donc meilleur marqueur de la Pro D2. Et le très bon jeu au pied, la patience des Biarros face à cette bonne défense de Grenoble qui monte vite, qui empêche les Biarros d'aller sur les extérieurs. Il a fallu balayer le terrain. Et là, regardez, il a déjà vu, Bosque, il a déjà vu que Kadiri était avancé. Et on parlait des conditions climatiques avant ce match. Le bon rebond, le ballon aurait pu fuser. Non, le ballon rebondit et revient dans les bras de Barry, qui a un bon finisseur et permet même le luxe de gagner 2 mètres pour faciliter la transformation de Bosque. Ouais, Nicolas Nadeau et Sean Sowerby, ils peuvent être satisfaits effectivement. Leur équipe en infériorité numérique parvient à mettre un coup sur la tête de l'adversaire en ce début de seconde période. Oui, d'abord sur nous, le second ligne en moins, on assure une belle conquête en mêlée, on tient le ballon. Plusieurs fois les Grenoblois ont essayé de
de récupérer le ballon au sol. On a été efficace sur les soutiens offensifs et derrière la qualité du jeu au pied de Bosque et l'opportunisme de Barry. L'angle est bon pour le gaucher Gilles Bosque, mais la transformation ne passe pas. Ça fait quand même pas mal de points en pied. Hein, ça fait beaucoup de points laissés. Et Steve Barry qui rejoint donc Camou et Jaminet, qui sont désormais 3 co-meilleurs marqueurs de Pro D2. 7 essais. Sans dévoiler de secret, ça va encore bouger hein, sur les autres matchs de Pro D2. C'est toujours les classements avant la journée, bien sûr. Joue pas. Avec un ballon récupéré par les Grenoblois. Un avantage sur en avant. Les Grenoblois qui doivent aller défier comme le fait Tofa. Là, il faut noir. Il est resté au sol, au milieu du terrain. Touché. Avantage terminé sur la 14 contre 14 donc pour les Grenoblois avec les soigneurs qui sont entrés. Oui, la passe lobée pour Dion Foury. Dion Foury face à Barry. Il a vu qu'il n'y avait pas de solution dans le couloir des 5 mètres. Il y insiste. Il a failli retourner avec Nanette. Nanette qui est chassé. Le soutien qui tarde à protéger le demi de mêlée. Et Barry qui voulait gratter le ballon et qui en a profité pour accrocher le demi de mêlée. Attention parce qu'il y a l'iPhone qui est en train de se faire soigner dans cette zone. Et ballon récupéré et reperdu. Dommage pour le BO. Et ça manquait de soutien. Le ballon a été sorti, récupéré, mais la passe pour Mathieu Irigoyen n'a pas été captée. Il est encore Messieurs, s'il vous plaît. Promotion parce qu'il y a des soigneurs autour de lui. On vous rappelle que l'arbitre a la possibilité de stopper le match pour tout de suite demander le protocole. Il prend un coup de coude, non, apparemment, au passage. Reprise du temps. Shimon qui lui tombe un peu sur la... Visiblement, il veut pas sortir. Avant noir, mais les rouges. Ouais, mais c'est pas lui qui va décider. Hein. Si on laissait les joueurs décider à chaque fois, ils sortiraient jamais. Avec Fenois, le Tongien qui était formé du côté du Loup, du côté de Lyon. Flexion. Mais il est intéressante au milieu du terrain pour les Grenoblois avec une supériorité numérique. Là, on n'a pas fait monter un 3/4 pour sécuriser. Ici, gaucher. En mêlée, les Biarros. On vient de tirer son adversaire pour l'amener au sol. Numéro 1. Bégon qui j'ai pas entendu ce qu'on m'a dit. Qui a demandé les points, hein. Jonathan Bousquet. On parlait tout à l'heure de la qualité de buteur de Jonathan Bousquet qui peut avoir manqué à cette équipe de Grenoble. Parce qu'on vous a montré tout à l'heure la statistique, 71% de réussite au pied pour Biarritz, mais on est à 68% seulement du côté de Grenoble. Quand on est deux équipes prétendantes à la montée, c'est vrai que ce pourcentage est quand même assez faible. Les deux pourcentages respectifs sont assez faibles. Ouais, 68% de réussite, 15e équipe de Pro D2 seulement dans cet exercice. Et Jonathan Bousquet, lui, il ajuste et ça permet à Grenoble de grappiller 3 petits points. Grenoble n'est plus mené que 19-10. Et on a revu au ralenti la faute, Thomas Sinagol, effectivement, qui subit, qui amène se retire et qui amène son adversaire au sol. On va chercher la récupération. C'est quand même que la deuxième opportunité pour Grenoble de marquer des points. Hein. Ah mais pour l'instant tout est bon, mais c'est à l'image de leur début de saison début d'année 2021. On est dedans. Ils sont gagnés à Oyonnax. Derrière ils ont battu Soyons-Angoulême chez eux difficilement. Alors, ils ont perdu à Rouen. Et ensuite ils ont battu Béziers avec le bonus offensif, battu Provence dans la grosse difficulté. Et victoire à Nevers, on le disait il y a de cela quelques jours, avant de s'imposer contre Aurillac la semaine dernière. Allez, Biarritz avec Guy Millard. Guy Millard pris tout de suite par Alain Faunois qui a récupéré apparemment le jeu au pied par-dessus de Barnabé Couillou pour faire reculer cette défense grenobloise, toujours aussi agressive. Oui, bien vu de la part de Barnabé Couillou. Les Biarros en infériorité, il ne faut pas s'enflammer, surjouer au risque de se faire contrer. On est dedans, ouais. Et les Grenoblois qui avaient avancé, s'étaient installés défensivement. Les bancs, vous inquiétez pas. Ce jeu au pied décroisé est parfait.
Il va y avoir du coaching là, avant la touche, hein, avec Jean Vatremez qui se prépare. Il y a déjà le retour du carton jaune, Furneaux qui revient sur la pelouse. Donc 15 contre 15 pour le prochain, pour la suite du match. Et finalement, les remplacements se feront après. Je vous dirai tout à l'heure. C'est Jean Vatremez qui se prépare à rentrer. Donc, un homme de plus dans l'alignement pour Biarritz, mais ils n'ont pas sauté. On a laissé William Debat prendre ce ballon avec Foury qui a retrouvé Tofa dans une course oblique. Il va retrouver Dion Foury, son capitaine. Dion Foury à nouveau. Petit côté Dion Foury, un grand raffut sur Barnabé Couillou. Les Grenoblois ont gagné 40 mètres. Ah, c'est maintenant qu'il faut arriver à transformer le jeu. C'est directement sur, oui, là, Gavin Stark évidemment. C'est pas forcément la meilleure option prise, alors qu'ils avaient, grâce à Tofa et Foury, gagné 40 mètres. Regardez, ils en reperdent 60, même si Selponi rejoue. Après, Stark, il est tellement rapide. Bousquet. Son surnom, c'est Starky sur le banc de touche de Biarritz. Ouais, c'est un joueur qui est apprécié et forcément quand vous voyez un joueur au frigo, à moitié blessé, moitié hors groupe, quand on voit l'enthousiasme qu'il met sur le terrain, lorsque vous êtes partenaire de ce genre de joueur, vous êtes forcément satisfait. C'est dommage ce jeu au pied d'Enzo Selponi, alors qu'il y avait une magnifique animation offensive autour de la touche, hein, cette combinaison entre Foury et Tofa. Regardez la belle course de Tofa, et oui, il prend sur les cannes Ruffenac, c'est normal. Derrière, il retrouve son numéro 8 qui va encore avancer d'une dizaine de mètres. Et là, il y avait un gros surnombre sur les extérieurs. Enzo Selponi, malheureusement, pour Grenoble, a asséné un jeu au pied trop profond. Plusieurs changements à l'instant du côté de Biarritz, c'était prévu. Donc Yvan Vatremez remplace Sénégal. Entrée également de Stéphane Armitage à la place de Jalagonia. Et du côté de Irigoyen, pardon. Oui. De Irigoyen. Et du côté de Grenoble, on a changé la charnière puisque Jérémy Valenco et Corentin Glénat sont rentrés. Et Théo Nanette et Enzo Selponi sont sortis. Voilà, super. Et on a vu tout de suite sur cette bonne prise de balle en touche, les Biarros là aussi faire reculer cette équipe grenobloise. Alors on a vanté le réalisme des Grenoblois tout à l'heure, parce que c'est vrai que quand ils ont eu des opportunités, ils ont marqué les points, mais là c'est une occasion manquée peut-être. Oui, qui aurait bien fait douter les Biarros, une action de 80 mètres. On y va? On y va, Monsieur Ourquet qui a raison à chaque fois, il s'est dynamisé pour faire jouer plus, pour qu'il y ait moins d'arrêts de jeu, parce que on ne peut pas se plaindre ce soir honnêtement sur ce que proposent les deux équipes, mais c'est vrai qu'on en veut toujours plus. Plus il y a de rythme, plus on est content, mais après il faut se mettre à la place des joueurs aussi. Avec Valenço qui trouve Foury. Foury est en train de faire mal à la défense de Biarritz. Il trouve des brèches. Valenço encore. Ouais, Corentin Glénat derrière. Saïli qui est arrivé plein fer. Sur Séguré. Le plaquage sur Séguré. Au ballon, pas de problème. C'est encore une touche perdue par Biarritz au départ. Est-ce que Séguré, oui ça va, il se relève. Chimène Lucu, bonne prise aux jambes de la part de Pierre Guéraud. C'est monté en pointe de Tofa, elles sont suicidaires. Pour l'instant, elles ouvrent les intervalles. On a vu Millard percer 2 fois. Là, c'est Hermitage. D'ailleurs. Ouais, ça, il était attendu, mais 2 fois, vous avez vu cette passe sur le pas de la part de Gilles Bosque. Et Foury, il a les mains sur le ballon. Il a mis les mains de suite. Il les a mis. Non, mais Foury, c'est combien de ballons par match? C'est le meilleur. C'est le meilleur gratteur de cette Pro D2. Et encore une fois, c'est sur Barry. Et Barry qui est revenu là aussi repiqué intérieur. Bon plaquage de Valenço et d'un autre Grenoblois. Hermitage, on ne sort pas. Hermitage, Foury, pardon. Et vous avez raison, un ballon volé par les Grenoblois. Et les Grenoblois qui renvoient donc le jeu dans la moitié de terrain de Biarritz. Le suspense perdure dans ce match. Certes, il y a 9 points d'avance pour Biarritz, mais on sent quand même 2 équipes qui ont envie d'en découdre. On voit déjà aussi que c'est quand même 2 équipes du haut de tableau de cette Pro D2. Ça se voit dans l'animation, ça se voit dans la capacité des 2 équipes à jouer et à proposer constamment du jeu. C'est vrai, il faut pas dénigrer. On a vu des beaux matchs cette saison en Pro D2. Les conditions climatiques n'ont pas toujours favorisé le jeu, mais là, ce que nous propose Grenoble et Biarritz ce soir est très intéressant.
Ah, je dénigre pas. Non, la qualité. C'est pas faire un jeu aux autres équipes en disant qu'aujourd'hui les deux équipes jouent bien. Ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls. Et c'est vrai qu'à noter aussi que la pousse d'Aguilera est en parfait état. Et que comme les conditions climatiques sont bonnes, bonne pelouse, deux équipes qui ont envie d'en découdre et bon climat derrière, c'est dommage qu'il n'y ait pas du bon rugby. Ce serait dommage. Pour l'instant, nous n'avons pas à nous plaindre. Bonne défense là, des Biarros sur le ballon porté. Bon, le rouge, improductif, mais les noirs. C'est bon 17. Capitaine, c'est va? Allez-y, vite fait. C'est vrai que du côté de Grenoble, on espère que cette équipe de Stéphane Glas va continuer sur sa lancée, aller trouver des solutions face à cette équipe de Biarritz qui s'est inclinée 2 fois déjà à domicile. Alors il y a cette défaite dont on parlait un peu spéciale contre Valence avec une défaite mais 2 points récupérés, bonus offensif et bonus défensif, mais défaite tout de même. Avec un carton rouge notamment pour Callaghan. Et puis la défaite ici contre Vannes. Alors derrière les Biarros sont allés se venger en Bretagne, mais quand même. Oui, cette défaite contre Vannes venait d'une période post-Covid et les Biarros avaient subi l'efficacité et la qualité de jeu des Bretons. Les Biarritz, c'est quand même 6 victoires à l'extérieur depuis le début du... Ah ben là, quand vous regardez le rythme des victoires à l'extérieur on l'a dit, cette saison, avec le Covid, on gagne plus souvent à l'extérieur, mais dans cette Pro D2, l'USAP, Vannes, le BO et d'autres arrivent à s'imposer souvent à l'extérieur. C'est un peu ce qu'on retrouve cette année en Pro D2 Top 14, beaucoup de victoires à l'extérieur. C'est aussi sans doute dû à l'absence du public. Avec Kadiri sous pression. Qui ne trouve pas la touche avec le rebond. Si. De temps. Une bonne touche finalement. Une bonne touche, oui. Boss qui était très profond. Il n'a pas pu se saisir du ballon. Changement de demi-mêlée du côté de Biarritz. C'est Hart, donc un ancien Grenoblois. Oui, qui prend la place de Bernabé Cugno. Et il va y avoir un changement de la première ligne grenobloise. Mais peut-être pas pour tout de suite. En tout cas, ils sont prêts. Combien? Le coaching peut-être aussi côté Biarros par rapport à la réussite au jeu au pied. Hart va certainement prendre le tir au but. James Hart, il a passé 3-4 saisons du côté de Grenoble. Le ballon contré encore. Attention à la conquête. Ouais, ça devient un problème là, pour le Biarritz Olympique. Ça l'était pour Grenoble en première mi-temps. Ouais, ça donne des munitions aux Isérois avec Tofa à plein axe. Quand vous voyez Tofa lancer comme ça à plein axe, c'est jamais une bonne nouvelle pour l'adversaire. Avantage pour les Grenoblois avec John Dyer qui est sanctionné. En avant ici, je reviendrai là-bas. Le 8 est complètement couché, il joue pas le ballon. Ouais, c'est John Dyer qui est sanctionné. Que vont décider, parce que là c'est dans une zone face au poteau. Voilà, Bousquet va prendre les points et regardez John Dyer complètement couché. Et ce problème de lancer en touche pour... c'est pas que le lancer, il ne faut pas stigmatiser le non, là c'est le contre grenoblois qui est le bloc saut qui est venu devant le sauteur Biarros. C'est une bonne lecture du contre grenoblois. Les Biarros avaient réduit l'alignement en début de match. Et là, depuis qu'ils sont revenus à des alignements un peu plus complets, ils viennent de perdre 3 ballons consécutifs. Jonathan Bousquet, une transformation, une pénalité. C'est tout ce qu'il a eu à se mettre sous le pied. Et une nouvelle pénalité qui passe. Cette fois-ci, le danger se rapproche pour Biarritz. 19-13 pour les Basques. Il n'y a plus que 6 points d'écart. Et changement donc de la première ligne entière du côté de Grenoble avec l'entrée en jeu de Laurent Boucher, Nika Dweladze et Michael Simutoga. Et donc les sorties de Ré, Rossi et Alves. Alors
Alors la conquête de Grenoble, ça va bien pour l'instant en touche. On va voir sur la prochaine mêlée si le changement, évidemment, le coaching apporte encore un surcroît d'énergie aux Isérois avec un bon ballon gagné malgré la pression de Jalagonia. Jouez la 20. Jérémy Valenceau qui va certainement prendre le jeu au pied avec son pied gauche. Ouais, Oula, trop pauvre celui-là. Ouais, ils sont hors jeu les avants grenoblois. Et oui. Ce cas-là, il faut faire l'effort de reculer pour avancer. Exactement. Alors déjà, ils étaient quasiment devant le buteur, mais en plus, ils ne font pas l'effort. Là, c'est cadeau pour les Biarros. Numéro 7 hors jeu. Alors, qui prend les buts? C'est Hart. Oui, mais là, quand vous venez de recoller à 6 points et que juste derrière, sur le renvoi, vous vous faites pénaliser pour offrir une opportunité à l'adversaire de se redétacher un petit peu. Oui, ce sont des points donnés ou des occasions de points données trop facilement. S'il vous plaît. En général, c'est ce qu'agacent le plus les entraîneurs. Oui, moi, je connais personne, donc s'il vous plaît. Merci. Il taquine un peu le vin, donc je lui demande de ne pas le taquiner. James Hart. Voilà. Il se taquinera après. D'ascendance irlandaise, on le rappelle, mais qui est français. Et non, le problème, c'est que ça passe toujours pas. Ça. On est quand même à 3 sur 7 au pied du côté de Biarritz. Voilà. Alors, il y a 2 transformations et 2 pénalités. Oui. Non, mais c'est ça. 4 manqués. Il va compter maintenant. Non, je vous laisse. 3 à 3, ça fait 6 et 4, 10. Ça fait 10 points. 10 points au pied. Oui, c'est surtout que sur 2 gauchers, 2 fois, c'est sur la droite du terrain, donc c'est logiquement sur leur bon pied. Et Hart est frais, normalement, il est censé. C'est aussi pour ça qu'il est rentré. Allez, Francis Sailly. Francis Sailly qui se bat pour ne pas être poussé en touche. Le ballon a été encore gratté par Dion Fourie, arraché par le 3e ligne centre sud-africain avec Valenceau. Et capitaine. On comprend pourquoi on lui confie le rôle de capitaine à Dion Fourie, parce qu'il parle peut-être pas beaucoup, en tout cas de par l'exemple, le Sud-Africain montre toujours beaucoup de choses. Ouais, et regardez, c'est Hermitage forcément jaloux de l'efficacité de son rival direct. Là on a 2 seigneurs. Hein. C'est les barons du grattage, le leader, le meilleur et le second sur le nombre de ballons grattés. Et c'est un baron du jeudi soir qui vous le dit. Ah bah j'étais obligé de la faire. Oui. Allez, Gilles Bosque qui renvoie les Grenoblois dans leurs 50 mètres. Ouais, on a 2 mètres S grattage. Dion Fourie et Stephen Armitage. Regardez ce ballon arraché par Fourie dans les bras de Francis Sailly. Il faut le faire quand même. Oui, Sailly, il a quand même des... Même si Sailly il est pris, il y a Kadiri qui le prend aussi. Mais c'est vrai que l'efficacité de Fourie, et même lorsque Grenoble perdait en début de saison, lui était toujours au-dessus du lot. Et encore un ballon perdu en touche. C'est le 3e de suite, non? Le 4e de suite. 4e de suite, ouais, ça... c'est beaucoup. C'est trop pour le Biarritz Olympique. Valenceau, côté fermé, avec Valadze. Les hommes frais de la première ligne. Il y avait Simutoga qui demande le ballon, c'est Glénat. Sur un ballon très très haut, grosse pression, ballon volleyé par Dupont. Et le jeu au pied derrière. Là qui renvoie attention parce que d'ailleurs les sous-pressions, ballon qui a été récupéré par Dion Fourie une nouvelle fois. Et qui commande en avant, Dion Fourie. Et d'ailleurs qui a assuré la couverture, 3e rideau. Qui a laissé échapper le ballon et Fourie, lorsqu'il a voulu le récupérer, combien en avant. Alors, on parlait des tontons flagueurs, on a vu Steve Barry marquer tout à l'heure. Là on vient de voir Ange Capozzo qui s'apprête à entrer, parce que lui aussi il a 6 essais, lui aussi il est très efficace, l'arrière, il peut jouer un peu partout, il est mine-mêlée même. De formation, ouais. Ange Capozzo. Il va rentrer à la place de Karim Kadiri. Donc à l'aile. Et il y a un changement de talonneur aussi du côté de Biarritz, peut-être pour régler les problèmes en touche, puisque François de Ross en place Romain Ruffnac. Il y a un changement. Et oui,
Et que Stéphane Glas est descendu également. Pilier également, puisqu'il me semble que Akobadze est rentré également. Oui. Il remet Akobadze à la place de Guy Villard. Jean. Flexion. La première mêlée depuis le coaching massif. Ouais, les premières lignes sont fraîches. Non, non, là ça va à peu près. Mais de l'autre côté, ils ont l'air du mal à trouver la liaison, les gars. Ok. Allez, on prend ces marques, les gars, s'il vous plaît. La liaison entre Gvaladze, Boucher et Simutoga. On voit ici un gros plan. C'est le duel Akobadze Simutoga qui intéresse. Flexion. Non, c'est pas Tromes, pardon. Qui est à gauche, Simutoga. Liaison trop basse de Vatremez. Il faut qu'il aille chercher plus haut. Simutoga. Les gars, je vais vous prévenir direct. Avec les premières lignes titulaires, on n'en a pas eu une comme ça. On s'est bien fait comprendre. Hein. Moi, il n'y a pas de souci pour moi. Hein. Ok. Yvan Vatremez, international, en sélection en 2012. En juin 2012 en Argentine. C'est la 16 Flexion. Il était du côté de Montpellier. Et introduction pour James Hart est pénalisé. Et le gaucher, c'est Gvaladze. Gaucher rouge, consonne en travers. 17 rouge. Le 17 rouge. Denis, 34, c'est ça? 33, ok. Ouais, on est dans les cordes, quoi. Ouais, toujours ces 6 points d'écart. Il reste rouge la ligne, rouge la ligne, quart d'heure. Ouais, les Biarros seraient inspirés de marquer des points hein, s'ils ne veulent pas se faire surprendre. Les Grenoblois, vous l'avez dit, 72% de leurs essais en seconde période. Des victoires arrachées à Oyo et à Nevers dans les dernières minutes. Victoire à domicile contre Provence également. Ah, là, il y a une faute, il y a un plaquage. Oui. Il y a un mot, de Motte qui s'est assommé. Le 5, tu m'as dit? Avec d'ailleurs qui a cassé un premier plaquage, d'ailleurs qui parvient à faire jouer derrière lui, mais comme ça ne profite pas assez. Monsieur Ourquet revient à la première faute. De Motte qui est venu sur le côté, plongé et écroulé. Ici, à 10 mètres, tu m'as dit? Ici, Moll, formé, le 5 rouge vient plaquer le Moll. Capitaine, votre choix, monsieur? On va voir sur la droite de l'écran, De Motte, là. Il se fait mal. Et depuis la sortie de Ronan c'est donc Stéphane Armitage qui est capitaine. Et qui a décidé, en accord bien sûr avec James Hart, qu'ils allaient tenter les points. Pour l'instant, un échec pour James Hart sur sa seule tentative. On disait 10 points déjà laissés au pied par Biarritz. James Hart, ça passe à gauche. Non, ça passe. Ça passe. Ouais, alors, vous voyez, comme ça. À gauche du poteau de droite, au milieu. Ouais, ça passe en tout cas. Ça passe. Et ça fait du bien au Biarritz Olympique. Ces 3 nouveaux points qui mènent désormais 22-13. Qui va être obligé de se découvrir encore. Mathieu Irigoyen qui revient sur la pelouse en remplacement de Ali Watts. Donc il va y avoir un changement sur le tailleur qui va descendre descendre ou monter en seconde ligne. En seconde ligne, voilà. Une petite officielle d'ailleurs de la part de Sean Sowerby, puisque normalement il ne pouvait pas faire ce remplacement tactique, donc il a prétexté qu'Ali Watts avait boité un petit peu. Voilà. Oui, alors ce coaching où les joueurs sortent à la 50e et reviennent après, on le voit souvent. C'est rentré dans les... Sortie de camp très importante pour cette équipe de Biarritz qui a repoussé son adversaire à 9 longueurs, mais maintenant il faut le valider tout simplement en sortant de camp de façon propre. Le pied de Hart. Ouais, c'est bien tapé. Et à bousquer Stark et Stark comme un en avant. Ah, oui, celui-là il est assez net. Et regardez, il avait pris le dessus Armitage sur Glénat.
Mais Stark, là, main gauche vers l'avant. Alors, Grenoble doit d'abord assurer une mêlée propre. Ils se sont fait sanctionner sur la dernière mêlée. Le rythme a baissé quand même depuis un bon petit quart d'heure. C'est vrai. On vous rappelle que quel que soit le résultat, de toute façon, même s'ils venaient à gagner, les Grenoblois seraient toujours 7e de cette Pro D2. Pour Biarritz, c'est conforter la 3e place en espérant viser un peu plus haut. Parce que c'est pas inaccessible. Certes, ça devient compliqué d'aller chercher Perpignan et Vannes, mais bon. Ils sont à 8 points. Et oui, sachant qu'ils vont aller jouer durant la fin de saison à Perpignan notamment. Bon, on vous disait que contre Vannes, ils se sont rendus l'appareil, parce que Biarritz a perdu 14-16 et puis Vannes a perdu 14-16. Donc en ce qui concerne les points terrain, ce sera une balle au centre. Donc ce sera la différence générale qui comptera si les deux équipes étaient à égalité. C'est le couloir pour vous. Et les Grenoblois, eux, reçoivent Colomiers la semaine prochaine. On s'y met, c'est bon. Biarritz-Perpignan, c'était le premier match qu'on vous avait proposé cette saison sur les antennes de Canal Plus Sport, le jeudi soir, avec une victoire de Biarritz. 8 noirs, voilà, super. À l'époque, il y avait un peu de monde dans les stades. Dans les stades. J'ai réduit, mais il y avait un peu de monde. Allez, Grenoble qui a du mal encore une fois à sortir. José Madera. Le pied de Glénat. Sur Barry Capozzo. Ouais, ballon volleyé, derrière récupéré. C'est Jérémy Valenceau qui parvient à transmettre derrière. Les Grenoblois vont se montrer dangereux. Ils sont à une trentaine de mètres de l'embut. Avec Simutoga. Simutoga qui là aussi passe les bras. Cette volonté de faire jouer derrière. Laurent Boucher. Ça avance pour Grenoble. Tofa. Et la faute de main de la part du centre tongien de cette équipe grenobloise. Il y avait un surnom, Tofa, qui a voulu accélérer avant de saisir le ballon. Il a voulu aller attaquer la ligne, l'expérimenter 3/4 centre. Oui, forcément pas content. Et vous voyez, dans 1 minute 15, on y est dans les 10 dernières minutes. 10 essais inscrits dans les 10 dernières minutes par Grenoble. Vous avez rappelé quelques essais importants de la part des Grenoblois. Alors, il y en a eu aussi du côté de Biarritz parce qu'ils ont quand même marqué un essai après la sirène à Colomiers qui aura permis de s'imposer ces Biarros. Moi aussi, c'est pour ça que je ne joue plus. Pour l'instant, un essai ne suffirait pas à aller chercher la victoire pour Grenoble. Il faudra marquer 2 fois et déjà ça pourrait permettre d'entrer dans les clous du bonus défensif. Et évidemment à l'Ascatofa de se dire mais il va falloir peut-être que je maîtrise un peu mieux le ballon parce que sur les occasions on les avait vus assez réalistes en première période, un peu moins en seconde. C'est vrai, ils ne sont pas venus tant que ça dans le camp Biarro non plus, les Grenoblois. Mais comme les Biarros ont manqué de précision en conquête et notamment en touche, les Grenoblois sont toujours au contact. L'effort du Pac Biarro qui fait du bien parce que ça pénalise la mêlée grenobloise et ça va permettre au Biarritz Olympique de ressortir de sa moitié de terrain. Et d'avoir une possession dans le camp grenoblois. Monsieur, l'oreille, essuyez-vous l'oreille. Je veux savoir si c'est juste un pet ou... Non mais vous, vas-y, allez. Kobadze. Quelle oreille apparemment qui saigne. Assurer la conquête, ce qui a été difficile par le Biarritz Olympique en touche depuis maintenant quasiment le début de cette seconde période. Alors on met les fermés, ça va bien. Maintenant, 5. Il faut le confirmer dans l'alignement. Ils vont réduire l'alignement certainement. William Demotte va quitter ses camarades de Grenoblois et c'est Julien Ruot qui prend sa place. Allez, 10 minutes, 10 minutes là. On a l'air ravi de sortir. C'est bon?
touche à 5+1. Lancé François Darros. Conquête assurée par Irigoyen. On est au-delà des caisses. Touche terminée. Par contre, il y a un mot. Oui. Il n'y a pas d'hors-jeu. Là, c'est Biarritz qui est en train de prendre le dessus sur les 2-3 dernières minutes avec la mêlée, la touche, l'avantage en cours. L'indiscipline grenobloise surtout. Il y a une Stark sur les appuis. Il n'a pas échappé à Jérémy Valenceau. Pas l'avantage, on est sur le reculoir. Opportunité d'ajouter 3 nouveaux points. Un mol est formé, ça progresse, numéro 4 rouge. Ouais, une touche, une conquête propre, ça fait du bien au basque. Et la faute, on Capitaine, la voit, c'est Pierre Guéraud qui discipline, écroule le mol. Alors un joueur grenoblois était passé dans le cambiaro, mais il avait le droit, le ballon a été lancé au-delà des 15 mètres, donc la touche était finie, il pouvait venir dans le cambiaro. Mais une fois que le mol est formé, on n'a pas le droit de l'écrouler. D'où la pénalité sifflée. Nicolas Nadeau avait demandé la touche, mais sur le terrain, les joueurs ont choisi de taper la pénalité. Ouais, on a vu Stéphane Armitage demander à James Hart comment il le sentait en général. Hein, c'est quand même le... Oui, alors il faut assurer la victoire. Il faut assurer la victoire et à 25-13, on a à l'abri d'un essai transformé d'une pénalité. Mais en même temps, on se dit il reste 8 minutes. Est-ce qu'on va chercher le bonus offensif? C'est toujours sans manquer de respect à l'adversaire. Hein. Le plus important pour le BO ce soir, c'est de gagner. Ah oui, c'est sûr, de gagner. Alors cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. C'est bien à gauche. C'est bien à gauche. Ouais, 13 points laissés au pied pour cette équipe de Biarritz qui mène toujours de 9 longueurs devant cette équipe de Grenoble. On vous rappelle évidemment hein, qu'il y a beaucoup d'autres matchs de cette 21e journée de Pro D2 dont vous pourrez voir l'essentiel bien sûr dans le jour de rugby. Après le Toulon-Bayonne parce qu'il y a du top 14 évidemment aussi, des matchs en retard sur Canal Sport Week-end en compagnie de Jérôme Thion et d'Astrid Barr. Et puis tous les autres résultats bien sûr dans le jour de rugby désormais du vendredi soir avec tous les résultats de Pro D2. Il y a notamment Angoulême-Vannes, Aurillac-Montauban, Béziers-Provence, Mont-de-Marsan-Carcassonne, Perpignan-Valence et Rouen-Oyonnax. Bonne prise de balle de Glénat importante qui rassure. Les Grenoblois hein, qui devront recevoir Colomiers lors de la prochaine journée. Et Colomiers qui est à 10 points après sa victoire hier à Nevers. Capozzo, la croisée pour aller trouver Séguré. Séguré qu'on n'a pas beaucoup vu durant cette rencontre. Pas eu beaucoup de ballons d'attaque notamment. Oui, il a défendu, il a fait ce qu'il a pu, mais c'est vrai qu'il a pris aussi la foudre de Saïli tout à l'heure sur une... touche pour Grenoble. Ouais, j'allais dire que un avantage sur les derniers jeux au pied, Grenoble n'a pas été très en réussite et continue, ils insistent. Ça manque un peu de précision, c'est vrai, mais là il profite de la mésentente. On voit Stark et Hermitage, on ne sait pas qui va la prendre. Hermitage qui touche ce ballon, il le jette en touche. 6 les gars. Les 9 à 10, il est là votre Aurélien, merci. On est au-delà des caisses, jeu. Mais là c'est molle, 16. Allez, on arrive à 6 minutes de la fin de cette rencontre. C'est le moment que choisit peut-être Grenoble pour accélérer dans cette fin de match. Les fins de match qui a si souvent réussi aux Isérois avec un ballon porté sur la ligne des 40 mètres de Biarritz. Et une pénalité. Alors le choix. 3 points, ça ne suffit pas hein, pour prendre un bonus défensif. Non, mais il reste du temps. Oui, mais ça suffit pour revenir à la portée d'un essai transformé. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il je disais le choix. Ouais. Alors le choix. Et le choix, c'est les 3 points. Ouais. Le pragmatisme. Oui, on verra en fonction de la suite si ils retenteront une pénalité ou pour en prendre une pénale touche. Ouais, parce qu'il restera 5 minutes encore derrière, donc en marquant 3 points, si tenté que Jonathan Bousquet trouve la mire, évidemment, on reviendrait à 6 longueurs côté grenoblois. Et comme vous venez de le rappeler, 6 longueurs, ça permet d'espérer beaucoup mieux derrière.
Jonathan Bousquet à 40 mètres. Et premier échec. Premier échec pour l'arrière grenoblois. Le 8 et le 7. Donc la prochaine fois, ça sera une pénalité. Ce sera une pénalité. Fabian Tukino fait ses premiers pas professionnels. Il remplace Dion Fury du côté de Grenoble. Et encore un joueur du centre de formation de Grenoble hein, qui a débuté du côté de Romans avant d'aller à Annonay. Et donc sa 3e saison au centre de formation grenoblois. Et du côté de Biarritz, Jalagogna est sorti et c'est Steven David qui est rentré. Tukino hein, qui est un 2001 comme Madeira. Ouais, ils sont jeunes, 19 ans. Et le voici, premier ballon de la part de Tukino sans complexe pour aller essayer de... En tout cas, il est allé attaquer la ligne. Oh là, la passe à hauteur, comme vous le disiez tout à l'heure. À plat. Alors, nouvelle pénalité. Moi, je l'attendrai. C'est Pierre Guéraud, le capitaine du côté de Grenoble pour la fin du match. Moi, celle-là, je l'attends. Capitaine de la discipline, pareil, s'il vous plaît, pour finir. Ouais, non, vous n'êtes pas par votre porte. Apparemment, Lucas Dupont qui a regardé Jonathan Bousquet. Et Pierre Guéraud qui demande à Monsieur Ourquet. Ouais, cette passe, elle était vraiment à hauteur. Oui, il y a eu les mêmes côté Biarro. Hein. On va dire que Monsieur Ourquet laisse avantage au jeu. Et Stéphane Amitic qui est venu dans le camp grenoblois pour jouer la balle. Il a été pénalisé. Et il s'en excuse auprès de ses partenaires. Ah, il y a encore à gauche. La prochaine, ce sera vraiment une pénale touche. Vous avez raison, Nicolas. Ouais, mais là, 2 échecs au moment décisif quand même hein, pour Jonathan Bousquet. Il n'a pas joué depuis presque 3 mois. Et certainement qu'à la 77e, il manque un peu de fraîcheur. Lucas Dupont. Et non plus, il n'a pas beaucoup joué hein, depuis le début de saison. C'est déjà un miracle de le retrouver sur un terrain. Le ballon, c'est un plaquage. Le ballon doit être Tukino. Lucas Dupont en position de demi-de-mêlée. Fabian Tukino hein, qui en plus du rugby stagiaire en cuisine également. Il s'essaye à la cuisine parce qu'il faut savoir diversifier. Ouais, et là il a passé un mauvais plat. Ouais. La patate chaude. Ah mais il y a plus d'imprécision hein, côté grenoblois. Il y a les 2 petits échecs de Bousquet au pied. Il y a eu quelques moments, quelques passes, des en avant de Tofa tout à l'heure. Ce sont des petits détails qui font forcément que vous avez du mal à recoller au score et à inquiéter l'adversaire. Il y a eu très peu de déchets techniques sur la première période, même si on l'a dit, elle a été surtout à l'avantage du Biarritz Olympique. Grenoble qui grâce à l'essai de Kadiri est resté dans le match. Et c'est vrai que sur la seconde période, alors peut-être est-ce dû à l'humidité, mais ça manque de précision, ça manque de rigueur. C'est les Biarros qui risquent d'en profiter. Ok, liaison en haut et vous, liaison plus longue. Hein. Okay. 5 Hop, les gars. Allez. Maintenant, pour que Grenoble puisse espérer aller marquer un point de bonus défensif, il va falloir aller marquer un essai à cette équipe de Biarritz. Confirmer que les Grenoblois sont toujours aussi efficaces dans les dernières minutes. Il va falloir récupérer le ballon. Il ne reste plus qu'une grosse minute. C'est une mêlée qui va certainement faire une double poussée. Et les Biarros qui vont conforter leur 3e place, évidemment, avec cette victoire qui se dessine aujourd'hui. Parce que c'était quand même un sacré test hein, après leur défaite à Carcassonne la semaine dernière, de recevoir une équipe de Grenoble qui n'avait connu qu'un seul revers en 2021, et bien qui va subir son 2e. Après une victoire à Oyonnax et une victoire à Nevers quand même hein, depuis le début de l'année civile. Donc c'est vrai qu'en venant ici à Biarritz passait un test, Grenoble également. Et pour l'instant le test est réussi par les Basques.
On a vu des Basques séduisants en première période, on l'a dit, avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'envie, des options de jeu intéressantes. Et là, sur la seconde période, ils ont été, on en parlait, un peu trop approximatifs pour aller chercher mieux qu'une victoire face à des valeureux Grenoblois qui eux aussi ont... Ah, est-ce qu'il est là, le fameux... Et le ballon arraché, voilà la dernière munition pour Grenoble. La dernière munition pour Grenoble avec des joueurs qui glissent. Bousquet sur ce ballon volé par Capozzo. Bousquet avec le soutien. Il faut faire 50 mètres. Vous entendez la sirène au stade Aguilera de Biarritz. Ouais, et pour l'instant, c'est presque 60 maintenant. Ouais, bien en avant. Il semble avoir vu un en avant. Oui, Glénat a laissé tomber le ballon en avant. Il y a un avantage en courte. Ça va être fini sur ce score de 22-13. Ouais, en avant. Et c'est terminé sur cette victoire donc de Biarritz. 2 essais à 1. Grenoble repartira 100 points d'Aguilera. Ouais, une équipe de Biarritz qui conforte sa 3e place de Pro D2, donc une place peut-être en phase finale à domicile pour un barrage à domicile, à moins de faire encore mieux, c'est-à-dire